Donc, je suis Véronique Gady, je suis directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la Haute Autorité de Santé. Donc, il s'agit de la direction qui gère toute activité sur le secteur social, médico-social, à la fois l'activité de recommandation, d'élaboration de recommandations de bonnes pratiques et l'élaboration du dispositif d'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Notamment projet qui a été piloté par Sandra Grimaldi, qui est avec moi aujourd'hui et qui est chef du service évaluation. Donc, on va vous faire une présentation à 2 voix. On va vous rappeler finalement, poser un peu le cadre de ce que c'est l'évaluation et les orientations stratégiques. Et puis ensuite, Sandra rentrera beaucoup plus dans le détail, à la fois en vous présentant le référentiel, les méthodes, le manuel. Et puis, nous terminerons sur les questions à la fois d'auto-évaluation, de format du rapport et d'utilisation des résultats de l'évaluation. Donc, pour démarrer, alors plutôt des rappels évidemment sur ce qu'est l'évaluation. L'évaluation, ça a été prévu, ça existe depuis la loi de 2002, c'est prévu par l'article L312-8 du Code de l'action sociale et des familles. L'objectif de l'évaluation, c'est de pouvoir porter un regard par les étapes. Vous m'entendez? Parce que j'ai eu le son désactivé, c'est bon. Donc, pour objet d'apprécier la qualité des prestations qui sont délivrées aux personnes accompagnées par les établissements et services. Vous m'entendez? Parce que je vois arriver des messages qui disent qu'il n'y a plus de son. C'est bon? Moi, je t'entends. Donc, je continue. L'ensemble des établissements et services sociaux et médico-sociaux qui sont concernés par l'évaluation sont mentionnés à l'article L312-1 du Code de l'action sociale et des familles. Et dorénavant, cette évaluation, elle sera réalisée tous les 5 ans par un tiers extérieur indépendant de la structure. Alors, plus précisément, finalement, quelle est la finalité de l'évaluation? La finalité, elle est de 3 ordres. D'abord, d'apporter une réponse aux personnes accompagnées dans le dialogue sur les questions de qualité pour leur permettre de connaître, de mieux appréhender le niveau de qualité délivré par l'établissement ou le service qui les accompagne. C'est aussi apporter une réponse pertinente aux professionnels, puisque la démarche d'évaluation, c'est avant tout un outil de management interne qui vise l'amélioration des pratiques professionnelles. Et puis enfin, on a une troisième grande catégorie d'acteurs qui cible sur ces questions d'évaluation. Ce sont les autorités de tarification et de contrôle, avec un enjeu important qui est que les résultats de l'évaluation soient un outil du dialogue régulier entre la structure et l'autorité, et de manière donc régulière, et évidemment parce que c'est toujours prévu comme tel par la loi, lors du renouvellement des autorisations d'activité. Donc voilà pour poser un peu le cadre général autour de l'évaluation. Pour entrer maintenant un peu plus dans ce que nous avons construit, vous présentez d'abord les orientations stratégiques. On a construit un dispositif d'évaluation qui va être valable pour les 5 ans à venir, qui s'inscrit dans un contexte donné, d'où la nécessité qu'on a eue, nous, en amont, en lien avec le comité de concertation auquel participe la FNADEPA, en lien avec les grandes parties prenantes, en lien avec notre commission sociale et médico-sociale. On a défini ces orientations stratégiques qui ont guidé toute la démarche. Lors d'une prochaine itération, il y aura probablement d'autres orientations et une évolution du référentiel et des outils. Aujourd'hui, en tout cas, il nous a semblé que les enjeux autour de la démarche d'évaluation, c'était prioritairement de permettre à la personne d'être actrice de son parcours. On sait que c'est un sujet central aujourd'hui. Deuxième enjeu, on n'arrive pas sur un terrain tout neuf. Il y a déjà des démarches qualité qui sont mises en œuvre et la loi 2002 les a portées. Donc, il s'agit non pas de faire comme s'il n'existait rien, mais de franchir une étape supplémentaire en renforçant la dynamique qualité dans les établissements et services.
Et puis, ça ne portera ses fruits que si la démarche est porteuse de sens pour les professionnels et les établissements et les services. Et c'est bien ça qu'on souhaite porter à travers le dispositif que nous avons construit. Au regard de ces 3 enjeux, nous avons défini 4 valeurs qui sont les points cardinaux du référentiel d'évaluation, hein, et qui ont vraiment guidé notamment tout l'arbitrage autour de qu'est-ce qu'on mettait comme critère, qu'est-ce qu'on conservait, qu'est-ce qu'on retirait. Ces valeurs, elles sont donc au nombre de 4. D'abord, le pouvoir d'agir de la personne. Ensuite, le respect des droits fondamentaux. En troisième, l'approche inclusive des accompagnements. Et enfin, une valeur qui nous paraissait tout à fait centrale quand on l'a identifiée et qui évidemment, au regard des mois qui viennent de se dérouler et de la crise sanitaire, la réflexion éthique des professionnels. Autre orientation importante et qui structure et définit le référentiel en tant que tel, c'est d'avoir un référentiel qui soit centré sur la personne. Alors, avoir un référentiel centré sur la personne, ça signifie qu'on a un référentiel qui va aller s'intéresser aux différentes dimensions de l'accompagnement à proprement parler pour pouvoir répondre aux attentes, aux besoins des personnes. Vous le voyez, on a identifié ces thématiques qui viennent structurer un accompagnement autour de droit, protection, bientraitance, tout ce qui est la question des soins, de l'accompagnement à la santé, la parole, l'autonomie, l'expérience des personnes, ce qui va concerner la participation à la vie sociale, culturelle, à l'ouverture sur la cité. Donc, autant d'éléments qui sont fondamentaux pour structurer un accompagnement de qualité et qui ont présidé à l'organisation des groupes de travail. Donc, on a travaillé avec près de 150 professionnels et personnes accompagnées dans des groupes de travail qui reprenaient ces différentes thématiques et pour avoir du coup un référentiel vraiment ancré sur la réalité du terrain, sur la réalité des pratiques et des attentes des personnes. Voilà, donc c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'on a un référentiel centré sur la personne, mais c'est aussi parce qu'on a fait ce choix d'avoir un référentiel centré sur la personne qu'on peut avoir un référentiel qui soit commun à l'ensemble du secteur social et médico-social, puisqu'on repart vraiment de la personne en tant que telle et qu'on voit comment est-ce que les professionnels s'organisent, comment est-ce que l'établissement se structure pour permettre de répondre à ses attentes et ses besoins. Enfin, dernière orientation stratégique, le choix qui a été fait d'avoir une démarche d'évaluation à 3 niveaux. Et là, vous le verrez notamment à travers les méthodes, on va porter, à travers la structuration du référentiel et à travers les méthodes, on va aller porter notre regard au plus près de la personne accompagnée pour pouvoir évaluer en quoi l'accompagnement tel qu'il est mené répond vraiment aux besoins et aux attentes des personnes. On a un regard qui est porté au niveau des professionnels de l'équipe, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble, comment est-ce qu'ils portent les différents sujets pour pouvoir répondre à un accompagnement de qualité. Et puis, une évaluation au niveau de la gouvernance et la structure, au niveau de la direction de l'établissement et du service, pour voir comment est-ce qu'ils donnent les moyens aux professionnels de pouvoir, délivrer un accompagnement de qualité et comment est-ce qu'ils pensent la politique de l'établissement en termes de qualité, de gestion des risques, de travail partenarial, etc., etc. Voilà pour vous dire un peu, vous poser le cadre, à la fois le cadre réglementaire, mais également le cadre stratégique de ce qui a été choisi. Maintenant, je laisse la parole à Sandra qui va rentrer dans le détail des outils. Merci Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Alors en effet, sur la base de ces orientations stratégiques, on a engagé les travaux avec les experts qui nous ont rejoints dans nos groupes de travail. Et donc, je vais rentrer un peu plus avant dans les outils mis en place et publiés pour l'évaluation. Et en premier lieu, donc le référentiel d'évaluation qui, comme vous avez pu le voir, est structuré en 3 chapitres. Avec 9 thématiques, 42 objectifs et 157 critères qui vont s'appliquer de manière différenciée en fonction de la structure dans laquelle on se situe. Alors, les 3 chapitres reprennent des éléments des orientations stratégiques et donc le référentiel est construit avec un chapitre 1
la personne, le chapitre 2, les professionnels, et le chapitre 3, l'établissement ou le service social médico-social, ce qu'on retrouvera après en lien avec les méthodes d'évaluation associées. Donc, ces 3 chapitres, dans ces chapitres, on va retrouver les 9 thématiques. Donc, ces 9 thématiques qui permettent de passer en revue un accompagnement de qualité et qui permettent d'aborder les différents sujets contenus dans le référentiel d'évaluation. Donc, certaines des thématiques vont être communes aux 3 chapitres, la majorité d'entre elles, et d'autres sont spécifiques à 2, voire un seul chapitre, comme pour ce qui concerne le chapitre 3, et notamment la politique ressources humaines et démarche qualité, gestion des risques. Donc, ces 9 thématiques, on va les retrouver tout au long du cheminement. Et au sein de ces thématiques, on va donc retrouver nos 157 critères qui, pour 129 d'entre eux, sont génériques, vont s'appliquer à toutes les structures, à tous les ESSMS, à tous les publics. Et 28 d'entre eux vont être dits spécifiques et vont s'appliquer de manière différenciée en fonction soit du secteur dans lequel on se situe. Si on est dans un EHPAD ou une résidence autonomie, on ne va pas avoir le même type de critères qui vont s'appliquer. Si on est dans un établissement ou un service, si on est dans un service à domicile ou dans un EHPAD, une résidence autonomie, on va avoir des critères qui vont aller rechercher comment la personne va pouvoir individualiser sa chambre dans l'établissement. Évidemment, critères qu'on ne va pas retrouver du côté des services. Et de même, au niveau des publics, on va pouvoir avoir des critères différenciés, notamment sur ce qui concerne, pour ce qui concerne l'enfant, on va rechercher son adhésion au projet, son adhésion à son projet d'accompagnement, alors qu'on va être dans la recherche du consentement éclairé de la personne pour l'adulte. Donc voilà, on a différencié avec nos groupes de travail, on a essayé de différencier au mieux les critères en fonction soit du secteur, soit de la structure, soit du public auquel on a affaire dans l'évaluation. De même, au sein de ces 157 critères, on va avoir des critères dits standards qui correspondent au niveau attendu et 18 critères dits impératifs qui doivent être totalement satisfaits. Dans le cas contraire, évidemment, ils nécessiteront un plan d'action priorisé pour lequel un retour sera attendu de manière prioritaire sur les avancées et le plan d'action qui est proposé à l'autorité qui va y regarder de plus près pour pouvoir avancer au mieux sur ces sujets et franchir cette étape dans l'ensemble des structures du social et du médico-social. Donc, ces 18 critères, ils couvrent essentiellement des questions des droits fondamentaux des personnes, des droits des personnes accompagnées et tout ce qui concerne la gestion des risques de maltraitance, de violence, de plaintes et réclamations, la gestion des événements indésirables, la gestion de crise et la continuité de l'activité et la sécurisation du circuit du médicament pour ceux qui sont concernés. Donc, voilà les domaines couverts par ces 18 critères impératifs et qui nécessiteront un plan d'action priorisé, je le répète, à l'issue de l'évaluation s'il n'était pas totalement satisfait. Alors, ce référentiel, il s'accompagne d'un manuel d'évaluation, comme vous avez pu le voir, et dans ce manuel d'évaluation, chaque critère est détaillé de la même manière. Donc, une fiche critère qui est construite toujours de la même manière, qui est uniformisée pour que ce soit plus facile aussi d'accès, et sur laquelle on va retrouver ce que j'expliquais tout à l'heure, le niveau d'exigence du critère considéré, donc est-ce qu'il est impératif, est-ce qu'il est standard, les champs d'application, pour que vous puissiez immédiatement voir s'il s'applique à votre structure ou non. Les éléments d'évaluation, donc là, le petit encadré permet de voir tous les éléments qui vont concourir à l'évaluation du critère, donc que ce soit au titre des entretiens, que ce soit avec les professionnels, les personnes accompagnées, la gouvernance, que ce soit au titre de la consultation documentaire ou des observations qui peuvent être faites au sein de la structure. De même, on a ajouté sur la partie droite de cette fiche des références. Alors évidemment, elles ne sont pas exhaustives. L'idée était
de permettre à chacun qui voulait aller un peu plus loin sur un des critères d'avoir les références principales, que ce soit en termes de recommandations de bonnes pratiques professionnelles, de références légales ou réglementaires, ou d'autres références qui potentiellement seraient utiles et associées aux critères considérés. Donc voilà, tous ces éléments-là sont répertoriés au sein du manuel d'évaluation et permettent d'aller un peu plus loin sur chacun des critères identifiés. De même, dans le manuel, vous retrouvez les fiches pratiques qui vous permettent de bien comprendre comment l'évaluation va se mettre en œuvre, hein. Donc, alors ça réexplique la question des champs d'application, des critères impératifs, mais également il y a une fiche par méthode d'évaluation, comment se déroulera l'entretien avec les membres du conseil de la vie sociale s'il doit avoir lieu, etc. Donc, ces fiches sont au nombre de 10 aujourd'hui. En fonction des questions et des sujets qui vont nous remonter, des préoccupations qui vont nous remonter. S'il y a besoin de clarifier un certain nombre d'autres points, on pourra éventuellement rajouter, évidemment, pour pouvoir rendre la mise en œuvre de l'évaluation plus facile et plus accessible à tous. Alors, je reviens aux méthodes d'évaluation. Donc, vous avez compris que pour chacun des chapitres, une méthode d'évaluation a été associée. Donc, pour le chapitre 1, la personne, c'est la méthode de l'accompagné traceur qui a été prévue pour évaluer les critères concernés. Pour le chapitre 2, c'est la méthode du traceur ciblé. Et pour le chapitre 3, la méthode de l'audit système. Donc, je vais revenir sur chacune de ces méthodes pour apporter un certain nombre de compléments. Vous aurez certainement d'autres questions, mais je vais essayer de répondre déjà à quelques questions qui nous sont parvenues. Donc, pour les critères du chapitre 1, c'est la méthode de l'accompagné traceur qui va être mise en œuvre. Donc, dans chacune des méthodes, vous avez pu comprendre que l'enjeu est de croiser les regards sur ce qui fait la qualité de l'accompagnement. Donc là, dans l'accompagné traceur, dans un premier temps, on va identifier une personne accompagnée qui va accepter de recevoir en entretien les évaluateurs et qui va accepter de répondre à un certain nombre de questions sur la qualité de son accompagnement. Et ensuite, ces mêmes évaluateurs vont rencontrer les professionnels qui accompagnent cette personne dans le quotidien pour pouvoir croiser les regards des uns et des autres sur cet accompagnement-là. Il est prévu un minimum de 3 accompagnés traceurs par évaluation, étant entendu que l'enjeu est d'identifier des personnes accompagnées aux profils différents. Si on est dans un EHPAD, une personne qui va peut-être être entrée directement du domicile, une autre qui va être arrivée suite à une hospitalisation, une personne qui est là depuis 6 mois, une autre qui peut-être est là depuis 2-3 ans. Donc voilà, l'enjeu, c'est bien d'identifier les grands profils des personnes accompagnées qui sont présentes dans une structure et de pouvoir proposer des profils différents aux évaluateurs, étant entendu que si vous réalisez une évaluation conjointe pour vos 3 sites d'EHPAD, par exemple, il va falloir identifier les personnes sur chacun des sites pour que chacun des sites soit représenté dans l'évaluation et notamment dans l'accompagné traceur. Donc, voilà pour ce qui concerne l'accompagné traceur et le chapitre 1. Pour les critères du chapitre 2, c'est la méthode du traceur ciblé qui a été retenue. Et donc, on va d'abord identifier chacune des séquences qui vont être abordées et qui permettent de dérouler l'ensemble des critères du chapitre 2. Donc, il est tout à fait possible de rassembler certaines thématiques du référentiel. Donc, dans le chapitre 2, si il est cohérent dans une structure, compte tenu des professionnels qui vont être entendus, de regrouper la question de la bientraitance, de l'éthique, des droits fondamentaux, par exemple, ça peut être regroupé dans une seule séquence, si les professionnels qui vont être interrogés sont les mêmes. Si dans une autre structure, il y a une organisation différente et qu'il convient de séparer les séquences, c'est tout à fait possible. Ça appartient à chacune des structures en fonction de son organisation et en fonction de
son mode de fonctionnement, puisqu'il faudra que les évaluateurs rencontrent les professionnels qui mettent en œuvre au quotidien les thématiques données et leur permettre d'avoir cet échange avec eux, de pouvoir les interroger, avoir de la consultation documentaire en lien avec la thématique et observer un certain nombre de pratiques pour pouvoir évaluer les critères considérés. Ensuite, regard croisé avec la gouvernance qui pourra apporter un certain nombre d'éléments complémentaires pour donner notamment des informations sur l'organisation, les moyens déployés pour permettre justement à ces professionnels de mettre en œuvre ces points-là. Donc ça, c'est pour le chapitre 2. Sur le chapitre 3, c'est inversé et on balaye encore une fois les différentes thématiques du chapitre 3 et donc les critères associés. D'abord avec la gouvernance cette fois-ci pour bien comprendre quelle est la stratégie mise en place, quelle est l'organisation mise en place, quelles sont les actions qui ont été mises en place par la gouvernance pour permettre et donner la ligne de conduite aux professionnels et comprendre l'organisation retenue au sein de la structure, sa stratégie sur les différentes thématiques qui vont être passées en revue. Ensuite, il y aura une rencontre avec les professionnels pour aller voir si concrètement ce qui a été prévu et défini au niveau de la stratégie, de l'organisation, est bien ce qui est mis en œuvre et bien ce qui est décliné sur le terrain par les professionnels. Donc voilà ces 3 méthodes qui à chaque fois visent à croiser les regards sur la qualité et pour pouvoir aussi déterminer s'il y avait des actions d'amélioration à mettre en place, où se situe le curseur et où devrait peut-être être mis l'accent sur les travaux à venir dans le plan d'action d'amélioration de la qualité, par exemple. Donc ça, c'est les 3 méthodes. Et évidemment, ces 3 méthodes vont se déployer, comme vous l'avez compris, via 3 moyens différents. Les entretiens avec les personnes accompagnées, avec les professionnels, avec la gouvernance, avec les membres du Conseil de la vie sociale pour ceux qui sont concernés, par de l'observation, évidemment, au sein de la structure, par de la consultation documentaire, enfin, avec tous les documents que la structure va pouvoir mettre à disposition de l'évaluateur, que ça aille du projet d'établissement de service, à tous les documents, supports qui permettront de démontrer ce qui est dit et affirmé par les professionnels de la gouvernance. Donc voilà pour ce qui est du référentiel, des méthodes d'évaluation associées. Enfin, petit focus sur l'entretien avec les membres du CVS, puisque à partir du moment où la structure est soumise à l'obligation de créer un conseil de la vie sociale, un entretien sera prévu avec les représentants des personnes accompagnées et des familles au conseil de la vie sociale autour de 10 critères qui ont été identifiés, qui sont extraits des chapitres 1 et 3 et qui permettent, qui visent à apprécier l'implication du conseil de la vie sociale dans la vie de l'établissement, dans le développement de la qualité, dans la promotion de l'expression, la participation des personnes. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un entretien avec les membres du conseil de la vie sociale pour vraiment voir comment circule l'information, comment fonctionne l'instance et comment ces membres sont impliqués dans la vie de la structure. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui sont soumis à l'obligation de créer un conseil de la vie sociale. Et enfin, tous ces éléments-là, donc tous ces entretiens, toute la consultation documentaire, tout ce que les évaluateurs ont pu observer, vont servir à coter les différents critères, les différents éléments d'évaluation du référentiel. Et donc, le système de cotation qui a été retenu est un système à 5 niveaux, 1 étant le plus faible et l'étoile permettant de mettre en valeur un point qui est particulièrement optimisé dans la structure et qui permettra aussi de mettre en valeur et de faire ressortir dans les rapports d'évaluation des bonnes pratiques qui pourraient être aussi partagées avec le plus grand nombre. Donc voilà pour le système de cotation. Je vais passer la parole à Véronique pour la suite de l'intervention.
Alors, nous arrivons à la dernière partie de l'intervention. On va vous présenter du coup la procédure d'évaluation. Je commence par faire un focus sur la question de l'auto-évaluation par les établissements et services. Et puis, Sandra reprendra la parole pour vous présenter le rythme et le calendrier de l'évaluation. On sait qu'il y a toujours beaucoup de questions sur ce sujet, sur le déroulement même de la visite d'évaluation. Et puis, je conclurai sur les questions de publication et de diffusion des résultats. Alors, un premier point sur l'auto-évaluation par les établissements et services. Vous le savez, on l'a beaucoup dit, il n'y a plus aujourd'hui de distinction faite entre la question de l'évaluation interne et de l'évaluation externe. On est bien sur un processus qui est au travail sur une itération de 5 ans et l'un et l'autre sont forcément reliés. La loi a changé, il n'y a plus d'obligation de transmettre un rapport d'évaluation interne aux autorités de tarification et de contrôle. Pour autant, est-ce que ça signifie que les établissements et services ont juste à attendre la visite des évaluateurs? Bien sûr que non. Et on ne peut évidemment que vous encourager à réaliser une auto-évaluation. Ça, alors, vous pouvez le faire selon des méthodes qui vous appartiennent, mais en tout cas, de faire une auto-évaluation sur la base du référentiel et de nos méthodes, ça va vous permettre d'abord de mobiliser vos professionnels sur ce sujet-là, de mobiliser les professionnels et les personnes accompagnées, de vous approprier collectivement les exigences qui sont attendues dans le référentiel, de pouvoir vous poser ensemble la question de comment est-ce qu'on répond à tel ou tel critère, en quoi est-ce que, puisque la réponse, vous l'avez bien compris, elle va être très différente d'une structure à une autre. Pour autant, l'exigence de base est la même. Ça va vous permettre ensuite d'aller identifier vos points forts, vos axes de progrès, et donc d'aller alimenter votre plan d'amélioration continue de la qualité et de vous engager dans une dynamique d'amélioration continue. Donc voilà, donc on vous encourage évidemment à faire ces démarches pour le sens même de ces démarches, mais aussi parce que vous allez pouvoir le valoriser dans le cadre de la visite d'évaluation. Vous allez pouvoir, d'une part, valoriser le fait que non seulement vous serez préparé, mais vous allez pouvoir valoriser les actions d'amélioration que vous aurez identifiées et commencer à mettre en œuvre avant la visite de l'évaluateur. C'est le moment un peu, je dirais, central, au moment où vous rencontrez l'évaluateur, de pouvoir valoriser ce travail-là. Vous pourrez également, à cette occasion-là, valoriser d'autres types d'actions que vous avez pu engager. On sait qu'un certain nombre de structures sont engagées dans des démarches de labellisation ou de certification. C'est aussi l'occasion de pouvoir le valoriser devant l'évaluateur. Et pour ça, on a un objectif qui comprend 2 critères qui portent spécifiquement sur les dynamiques que vous mettez en place. Et c'est l'objectif 3.10, l'établissement ou le service définit et déploie sa démarche d'amélioration continue de la qualité et de gestion des risques. Alors, concernant le rythme et le calendrier des évaluations, comme vous avez pu le constater, le rythme a été raccourci. Donc, le décret du 26 avril 2022 a fixé un rythme des évaluations, une évaluation tous les 5 ans, et non plus tous les 7 ans comme auparavant, avec une programmation pluriannuelle qui est confiée aux autorités de tarification et de contrôle. Il n'y aura plus de lien direct avec votre date d'autorisation, si ce n'est pour le point de départ de la situation transitoire, mais ensuite, il n'y a plus de lien avec votre autorisation. Ce sera l'arrêté que vont publier les autorités de tarification et de contrôle au plus tard le 1er octobre, hein, c'est ce que prévoit le décret, qui va vous donner la date à laquelle vous allez devoir réaliser votre évaluation entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2027. Le système transitoire qui a été mis en place est prévu par le décret
prévoit une situation particulière pour les structures qui avaient été autorisées en 2008-2009. Celles-ci devront rendre leur rapport d'évaluation au plus tard le 30 juin 2023. Donc, ce sont les premières structures qui vont rentrer dans l'évaluation et elles ont pour obligation de rendre leur rapport d'évaluation au plus tard le 30 juin 2023. Pour toutes les autres structures, toutes celles qui ne sont pas autorisées en 2008-2009 doivent attendre cet arrêté de programmation pluriannuelle pour savoir quand elles vont devoir réaliser leurs évaluations entre juillet 2023 et décembre 2027. Donc voilà, l'enjeu étant de lisser l'activité sur ces 5 ans et de ne plus avoir ce pic d'activité comme on avait pu l'avoir précédemment, où 80% des structures au niveau national devaient rendre leurs évaluations la même année. Donc voilà, c'est un travail qui a été confié aux autorités et je pense qu'on devrait y voir plus clair très prochainement puisque on approche du 1er octobre. Alors, une fois que vous savez quand vous devez réaliser votre évaluation, vous pourrez choisir donc un organisme évaluateur sur la liste publiée par la Haute Autorité de Santé, donc liste qui est mise à jour quotidiennement sur le site internet de la HAS. Il y a à ce jour, ce matin, il y a 26 organismes autorisés à réaliser des évaluations. Il y a encore beaucoup d'organismes qui ont déposé leur dossier qui est en instruction auprès du COFRAC. Donc voilà, cette liste, elle est mise à jour quotidiennement et c'est sur cette liste-là que vous pourrez identifier et choisir l'organisme qui viendra réaliser l'évaluation dans votre structure. Avec cet organisme qui aura été choisi, vous pourrez définir le calendrier détaillé de la visite d'évaluation. Donc, vous pourrez vous mettre d'accord conjointement sur le nombre d'accompagnés traceurs à réaliser, l'organisation des différentes séquences. Est-ce que vous regroupez certaines thématiques parce que les membres de la gouvernance présents et qui vont répondre aux questions sont les mêmes sur 3 ou 4 thématiques. Donc voilà, le planning détaillé est à définir lors de la contractualisation et avec votre organisme, l'organisme que vous aurez choisi, pour définir le détail du planning de la visite d'évaluation qui va se dérouler au sein de la structure avec classiquement une réunion d'ouverture, la visite de la structure pour les évaluateurs, puisqu'ils devront être un minima 2 pour cette visite d'évaluation. L'organisation des différentes séquences d'évaluation pour pouvoir coter les différents critères du référentiel, évidemment des synthèses entre intervenants, le débriefing avec la gouvernance et un bilan de fin de visite que vous pourrez organiser de la manière qui vous semble la plus appropriée. Lors notamment de nos visites d'expérimentation, certaines structures ont fait venir l'ensemble des professionnels et personnes accompagnées qui allaient être entendues dans le cadre des interviews à la réunion d'ouverture et au bilan de fin de visite. D'autres ont fait ça en lien avec la gouvernance. Donc, c'est vraiment à déterminer en fonction de l'organisation de la structure, des choix de la structure lors de la visite d'évaluation. Et Véronique. Et nous en arrivons donc à la transmission du rapport d'évaluation. Alors, d'abord, rien ne change, vous continuez de devoir envoyer le rapport de visite à l'autorité ou aux autorités de tarification et de contrôle dont vous dépendez. Nouveauté, la Haute Autorité de Santé maintenant est destinataire également de ces rapports et ça a pour nous un double intérêt. Premier intérêt, c'est de pouvoir contrôler le travail des évaluateurs, vérifier qu'ils sont bien rentrés dans les méthodes et dans les exigences du référentiel telles que nous les avons élaborées. Et puis, autre intérêt pour la HAS, c'est d'avoir un suivi sur la globalité des réponses des établissements et services. Nous ne lirons pas individuellement chacun des rapports, nous ne porterons pas un regard sur des rapports individuels de structure, mais par contre, nous avons besoin d'avoir un suivi
global pour pouvoir repérer les exigences sur lesquelles, eh bien, finalement, c'est tellement évident que tout le monde y répond et y satisfait largement, et peut-être qu'il n'y a pas besoin dans les prochaines itérations de garder une telle exigence, mais de repérer aussi qu'il peut y avoir des sujets plus compliqués pour les établissements et services, peut-être pour un type de secteur, et à ce moment-là, ça peut nous conduire à inscrire à notre programme de travail l'élaboration d'outils, de méthodes ou de recommandations de bonnes pratiques qui permettront aux structures de pouvoir atteindre le niveau d'exigence fixé. Donc, transmission aux autorités, transmission à la Haute Autorité de Santé, et puis ensuite une diffusion alors en interne, et ça c'est la même démarche, je dirais, que pour quand vous ferez votre auto-évaluation. Il y a évidemment un enjeu de mobilisation de la structure et donc de partager les résultats avec les professionnels, avec la gouvernance, le conseil d'administration, les instances représentatives du personnel et évidemment le conseil de la vie sociale. Et puis, grande nouveauté également, la publication du rapport d'évaluation qui est prévu aujourd'hui par les textes. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un décret qui fixe les modalités de publication. Donc là, on est sur un sujet qui reste pour l'instant à la main de la Direction générale de la cohésion sociale et on imagine que dans les mois à venir, ils vont avancer sur le sujet. On a malgré tout entendu des prises de parole publiques du côté ministère autour du fait que probablement la CNSA, en tout cas sur le secteur personnes âgées, pourrait être la structure, le site hébergeur qui permettrait la publication des rapports. Voilà pour cet aperçu sur l'ensemble de la démarche du dispositif et nous sommes à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très riche et très intéressante qui, je l'espère, a permis à beaucoup d'entre vous, directeurs, d'y voir un petit peu plus clair. Sentez-vous libre de prendre la parole ou peut-être après l'intervention de Martine Le Gosselès, comme vous le voulez. Il y a 2 temps dédiés aux questions, donc libre à vous. Je vous laisse la parole si certains d'entre vous veulent d'ores et déjà réagir. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Excusez-moi. Oui, mais je vois que Bruno a levé la main avant moi, je vais peut-être lui laisser la parole. Allez-y, je ferai l'arbitre, c'est pas grave. Bonjour, Bon. donc c'est pas Bruno, c'est ça. Ah pardon, j'y vais ou j'y vais pas? Non, je vous laisse la place, je vous laisse la place. Ah, c'est gentil, merci. Après. Merci, donc moi je suis auditrice à la direction. Comme ça, je ferai l'ordre ensuite. Alors moi j'avais une question simplement sur les auto-évaluations. Je voulais savoir à quel rythme exactement elles devaient être effectuées et si on avait un rapport à faire prouvant qu'on les avait bien effectuées justement. Alors, on répond au fur et à mesure. Hein. Oui. Donc comme je vous ai indiqué d'abord, c'est une démarche qui est volontaire. Donc il n'y a pas d'obligation de réaliser une auto-évaluation et il y a encore moins d'obligation de réaliser un rapport. Par contre, vous avez bien compris l'esprit dans lequel on est. L'évaluation, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc, je dirais, pour votre démarche qualité et pour pouvoir nourrir le dialogue avec l'évaluateur, vous avez tout intérêt à procéder à une auto-évaluation. Après, de savoir si vous n'en faites qu'une seule avant la visite d'évaluation, si vous en faites une, ce qui vous permet d'alimenter votre plan qualité et que la visite d'évaluation est prévue 3 ans après et que vous n'éprouvez pas le besoin de refaire une démarche d'auto-évaluation, là, c'est vraiment à votre main, c'est en fonction de votre dynamique. Il faut vraiment que vous pensiez l'auto-évaluation comme vous étant utile à vous et vous étant utile sur les questions de qualité. Ok, merci beaucoup. Ensuite, je laisse la parole à l'EHPAD J&M et dans un second temps à Marie Langlois. Oui, bonjour à tous. Donc, à nouveau, je suis Karine. Je travaille à l'EHPAD de Saint-Privat, J&M Coulot. J'ai été missionnée pour faire un petit peu la démarche qualité au sein de l'établissement. Donc, ça s'inscrit pleinement. Je viens du sanitaire, donc il y a des petites choses qui me parlent, mais le SMS, c'est une grande première.
La question, c'était de savoir, parce que c'est au niveau de la visite. C'est-à-dire qu'on va recevoir une notification de la HAS qui nous dit, voilà, vous allez être visité. Comment ça va s'articuler? Non, vous n'aurez pas de notification. Alors là, ça nous différencie clairement du sanitaire. Dans le sanitaire, si c'est votre expérience passée, l'HAS a la responsabilité d'organiser tout le process d'évaluation et donc d'organiser les visites, de constituer les équipes d'experts visiteurs, etc. Tout à fait. Là, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans le social médico-social, ce n'est pas l'organisation qui a été choisie. La loi, en 2019, a uniquement changé, fait disparaître le cahier des charges de l'évaluation et l'a remplacé par un référentiel et des méthodes d'évaluation. Pour le reste, l'évaluation se traduit toujours par une visite d'évaluation faite par des organismes, alors cette fois-ci accrédités, auparavant ils étaient habilités, donc accrédités par le COFRAC et figurant sur la liste publiée par la HAS. Et le calendrier, donc pour savoir quand vous allez devoir réaliser l'évaluation, c'est l'arrêté de vos, enfin là c'est vos puisque vous êtes un EHPAD si je me souviens bien, que les autorités auront pris conjointement et elles ont, le décret leur a donné jusqu'au 1er octobre pour publier cet arrêté qui va fixer le calendrier des évaluations pour l'ensemble des structures qui dépendent de leurs compétences. Donc, ça ne devrait pas tarder. Je ne sais pas si certains sont déjà publiés, mais on n'en a pas encore eu l'écho, nous. Donc là, vous aurez la date à laquelle, un peu comme certaines autorités avaient publié le calendrier pluriannuel des CEPOM, je pense que ça va certainement ressembler à ça. Donc, c'est à la main des autorités et c'est quelque chose qui ne devrait pas tarder a priori. D'accord, merci. Oui, effectivement, il y a un peu plus de souplesse et je suis en train de me familiariser avec tout ceci. Merci beaucoup. De rien. Madame Langlois, ensuite Madame Régnier et le nom c'est Rousseau. J'ai une interrogation qui est plus d'ordre financier parce que moi j'ai une résidence autonomie publique et du coup l'évaluation va engendrer une petite procédure marché public je pense et je voulais savoir si du coup il y a des plafonds, j'imagine suivant le type d'établissement, enfin, est-ce que il y a une réglementation par rapport aux tarifs d'évaluation au niveau des organismes où ils facturent, Alors, il n'y a pas du tout de réglementation, c'est-à-dire qu'ils peuvent facturer. Non, nous, on avait, on s'était renseigné pour savoir si on pouvait encadrer le coût, le prix d'une évaluation. Et ça n'est pas possible, puisqu'on est dans le cadre d'un marché européen. Ouais. Il ne nous est pas possible d'encadrer le prix des évaluations. Et c'est bien le jeu de la concurrence et de la négociation qui va faire le tarif. Nous, la seule chose qu'on va pouvoir faire, et ce qui était déjà fait auparavant, c'est de récolter l'ensemble des informations sur les prix pratiqués et de publier des moyennes. Oui, parce que j'ai vu. Voilà, pour que vous puissiez vous situer. Mais là, aujourd'hui, évidemment, on ne les a pas encore et donc on fera ça au fil de l'eau. On trouve des moyennes quand même sur Google, mais je veux dire, c'est très vaste selon le nombre de personnes accueillies, selon l'établissement. Donc voilà, c'était juste pour des questions de marché public après et de la mise en concurrence. C'est compliqué. D'accord, ok. Et du coup, la liste des organismes accrédités, elle apparaît sur votre site, sur le site. Oui, sur le site internet, vous avez accès à la liste. Et cette liste, elle se régénère quotidiennement, puisque les organismes, à partir du moment où ils reçoivent leur courrier de recevabilité de la part du COFRAC, doivent nous le déposer pour qu'on puisse les intégrer à la liste et donc mettre ça à jour quotidiennement. Donc, elle va encore évoluer. Il va encore y avoir d'autres structures, mais à ce jour, il y a 26 organismes accrédités. D'accord, ok, je vous remercie. J'en profite parce qu'on a eu quelquefois la question, juste pour vous avertir sur le fait que nous avons gardé la même structure
de liste qu'antérieurement, donc vous l'avez par région, mais il n'y a aucun lien entre le lieu géographique et le lieu de la structure et le lieu géographique de l'établissement ou du service. Donc, si vous êtes, par exemple, dans les Yvelines et que vous vous dites « Ah, ben, il n'y a qu'un seul organisme d'évaluation », non. Vous avez accès à l'intégralité de la liste indépendamment du lieu géographique. Oui, chaque organisme a compétence sur l'ensemble du territoire et peut intervenir dans toutes les structures, étant entendu que le cahier des charges apporte des limites d'intervention, mais ça, c'est autre chose. Mais par contre, ils ont une accréditation qui leur permet de couvrir l'ensemble du territoire. Madame Régnier? En fait, ma question rejoint celle de la précédente interlocutrice sur le tarif, mais je voulais savoir si au niveau de la visite d'évaluation, j'imagine, bon, il y a donc c'est pas que j'imagine, j'ai entendu qu'il y avait un certain schéma d'organisation de cette visite. Du coup, ça doit permettre de définir peut-être un certain nombre de jours d'intervention de l'organisme qui peut justement nous permettre de faire des comparaisons entre les différentes propositions financières. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, vous aurez des propositions au regard du cahier des charges que vous aurez élaboré, hein, mais entre un site unique et, par exemple, ce qui nous avait été adressé comme question sur je suis un EHPAD et j'ai 3 sites géographiques et où donc les évaluateurs vont devoir se déplacer sur les 3 sites. Voilà, tout dépendra de la situation et chaque structure aura ses spécificités quand même si on aura la possibilité d'identifier des grandes typologies de structures, mais entre la structure, le service qui a 15 places et une structure à 500 lits qui intervient sur 3 sites différents, forcément vous aurez des différences qui vont exister, mais entre les 3-4 propositions que vous allez recevoir de prix, vous allez pouvoir comparer quand même la même chose, effectivement. Merci. La personne qui s'appelle Rousseau. Non. J'ai un fond. Bon, bah, je passe à Martine Le Gosselin. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à la liste dont vous parlez qui est sur votre site. Le titre de votre liste, c'est organisme autorisé. Et ma question, c'est à quelle étape en est-on dans ces organismes autorisés? Est-ce que c'est simplement un dossier déposé par le COFRAC et ils ont reçu une recevabilité? Et si un établissement fait appel à cet organisme qui n'a simplement que la première étape du COFRAC, est-ce que autorisé, ça veut dire accrédité par le COFRAC et habilité par la HAS? Parce qu'il faudra sécuriser quand même les établissements et les services, puisque le texte dit bien que si l'organisme évaluateur ne va pas jusqu'au bout de la procédure, eh ben, l'évaluation qu'il aura faite, eh ben, elle sera nulle et non avenue, et il faudra qu'il recommence par un organisme. Alors voilà, je voudrais savoir si on est sécurisé, si d'aventure on prenait dans ces 26 qui sont autorisés aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire autorisé? Est-ce qu'on dit autorisé, accrédité, habilité? On est un petit peu perdu dans le vocabulaire. Je démarre, Véronique. Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que alors le texte ne dit pas que l'évaluation est nulle et non avenue. Le texte dit que si une évaluation a été réalisée par un organisme qui fait l'objet qui n'est pas accrédité définitivement à l'issue des dernières investigations du COFRAC, il doit en informer la structure. La structure doit en informer son autorité qui a 6 mois pour décider si elle demande ou non une nouvelle évaluation. Donc, ce n'est pas systématique et voilà, c'est en dialogue avec l'autorité.
Ensuite, alors il n'y a plus du tout de système d'habilitation par la HAS. La HAS a élaboré, publié et validé un cahier des charges qui permet l'accréditation des organismes autorisés à faire des évaluations. Donc, aujourd'hui, et le décret le précise, les organismes sont accrédités sur la base d'une norme d'accréditation, donc la 17020, et du cahier des charges de la Haute Autorité de Santé qui fait état des exigences spécifiques au secteur, puisqu'une norme, elle va concerner différents secteurs, évidemment. Et le cahier des charges précise particulièrement des choses pour le secteur de l'évaluation des établissements et services sociaux, médico-sociaux. Alors, 2 temps dans cette accréditation, mais ce sont 2 temps qui existent dans différents domaines, hein, puisque les organismes doivent déposer un dossier de demande d'accréditation auprès du COFRAC, justifiant qu'ils répondent aux exigences et de la norme et du cahier des charges de la HAS. Et donc, suite à l'instruction de ce dossier, ils reçoivent une recevabilité opérationnelle favorable, pour ceux qui répondent à l'ensemble des critères et des exigences, qui doit être confirmée pour obtenir l'accréditation définitive lors d'une visite sur le terrain, puisqu'ils vont être inspectés eux-mêmes par des évaluateurs du COFRAC pour confirmer qu'ils font ce à quoi ils se sont engagés, à savoir utiliser le référentiel d'évaluation de la HAS, les méthodes d'évaluation de la HAS, conformément à ce qui est prévu. Donc, le COFRAC met en place ce type d'organisation lorsqu'il n'est pas possible de vérifier tout ça dans le même temps. Je donne un exemple simple qui est pour accréditer des organismes qui vérifient, qui sont chargés de vérifier la conformité des tableaux électriques. Il y a toute la conformité initiale sur dossier qui est faite et en même temps, on met les futurs organismes dans une pièce devant un tableau électrique. Ils font ce qu'ils ont à faire pour démontrer qu'ils sont en capacité de le faire. Là, évidemment, il n'y a pas une structure qui va pouvoir accueillir tous les organismes qui sollicitent une accréditation pour faire des visites à blanc, ce n'est pas possible. Donc pour ce cas de figure, et il y en a d'autres pour le COFRAC, ils ont ce système de dissocier les deux et de prévoir une recevabilité favorable sur la base de l'ensemble des éléments qui ont été transmis et qui est quand même très robuste parce qu'il doit justifier de l'ensemble qu'ils répondent à l'ensemble des exigences fixées. Et donc, dans ce deuxième temps, venir évaluer les organismes sur la réalisation des évaluations conformément à leurs engagements. Je ne sais pas, Véronique, si tu veux rajouter quelque chose. Non, peut-être quand même juste rappeler qu'il y avait un enjeu majeur de sécurisation et de renforcement des compétences auprès des évaluateurs. C'était un sujet qui avait été ciblé notamment par le rapport IGAS de 2017 qui disait que c'était une faiblesse du dispositif d'évaluation. Et donc, c'est le système qui a été trouvé. La HAS n'avait pas les moyens d'aller sur le terrain vérifier le travail des évaluateurs. Elle n'avait pas les moyens d'avoir un système d'experts visiteurs comme elle a sur la Haute Autorité de Santé. Enfin, elle n'avait pas les moyens. Et je dirais même au-delà de ça, c'est pas souhaitable. C'est-à-dire que, juste pour rappel, sur la certification des établissements de santé, pour 2500 structures, on gère 700 experts visiteurs. Vous imaginez bien que pour 44 000 autorisations, vous imaginez ce que ça représente. Donc, même en termes, je dirais, politique publique, ça n'avait pas de sens d'aller vers un système de ce type-là. Donc, c'est le système identifié avec un organisme, le COFRAC, qui est vraiment rompu à ce type d'exercice pour pouvoir travailler l'accréditation. Après, nous, on va avoir un travail de contrôle, je vous le disais tout à l'heure, on va aller de manière aléatoire regarder le travail des évaluateurs, mais voilà, donc c'est le système, je dirais, le plus fiable. Après, on a entendu les craintes que vous pouviez avoir les uns les autres sur le fait que si c'est vous qui démarrez,
et vous démarrez avec des organismes qui n'ont pas été jusqu'au bout, je pense qu'il faut que vous voyiez avec les organismes pour vous sécuriser, mais on ne peut pas bloquer le système. Il faut avoir à l'esprit que globalement, les autorités, elles récuseront un rapport si elles ont le sentiment que ce n'est pas du tout en adéquation avec ce qu'elles connaissent de la structure. Elles n'ont pas forcément intérêt à faire refaire une évaluation sous prétexte que l'organisme n'aura pas été jusqu'au bout de la démarche. Et puis encore une fois, ce qui est demandé comme pièce pour faire le dossier est suffisamment solide pour considérer qu'il y a toutes les chances pour que la visite d'évaluation vienne confirmer l'accréditation, enfin la recevabilité déjà attribuée. Donc voilà, évidemment, le risque n'est pas nul. Vous pouvez, dans la contractualisation, essayer de réduire encore les conséquences possibles, mais voilà, je vous encourage en tout cas à ne pas être trop craintif là-dessus. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de faire une petite pause dans les questions pour laisser la parole à Martine Le Gosselès, directrice d'une résidence autonomie qui a pu expérimenter la réforme et les nouveaux outils de la Haute Autorité de Santé. Et j'ai bien pris donc toutes les mains levées que je laisse comme cela, ainsi que les questions posées par écrit, et j'y reviendrai juste après. Martine Le Gosselès, la parole est à vous. Oui, bonjour, vous m'entendez, vous me voyez? Très bien. Ça va. Bonjour à toutes. Alors, oui, donc il y a un an, en septembre 2021, j'ai reçu Madame Grimaldi et ses coéquipières dans mon établissement. Donc, je suis directrice d'une résidence autonomie à l'ouest de Rennes, à 20 km dans la banlieue rennaise. Et donc, il s'agissait de tester le référentiel d'évaluation de la HAS, et c'était sur le chapitre 1, la personne accompagnée, avec la méthode de l'accompagné traceur. Voilà, donc une belle expérience. Je suis par ailleurs évaluateur externe, donc ça m'intéressait de voir est-ce que avec cette nouvelle méthode, on arriverait à corroborer un peu les deux méthodes, est-ce que ça se ressemblait ou pas. Donc oui, je vais témoigner sur la façon dont ça s'est passé, hein. Je vais reprendre ce qu'a dit Madame Grimaldi sur le déroulement du process, hein. Donc, dans un premier temps, on a eu une visioconférence avec l'équipe de Mme Grimaldi qui pourrait s'apparenter à une visioconférence ou une rencontre avec un organisme évaluateur, on va dire ça comme ça, pour préparer l'évaluation, voir comment ça allait se passer sur le terrain, ce qu'on allait nous demander, parce qu'on était un petit peu inquiets, voilà. Donc, la première chose, c'était de bien préparer les résidents qu'on avait ciblés, hein. On avait ciblé des profils types, hein, dont vous avez parlé, on avait ciblé 4 profils types, et 2 profils en plus au cas où on aurait eu une défection, soit une hospitalisation ou soit un départ de résident. Je crois que c'est important. Bien préparer les résidents à la façon dont ça allait se passer. Qu'il y avait des personnes qui seraient venues, qui auraient posé des questions sur leur parcours d'entrée, sur leur parcours de vie au sein de la résidence, et qu'on a choisi pour comment rassurer les résidents, comme on est une résidence autonomie, que ça se passe dans leur logement. Donc, à chaque fois, il y avait 2 évaluateurs qui ont été accompagnés soit par les familles de résidents, soit par un des professionnels de référents d'accompagnement. C'est eux qui ont choisi. Ils n'ont pas souhaité être tout seuls avec les évaluateurs. Voilà, donc la préparation, l'entretien,
le retour de l'équipe des évaluateurs, une synthèse entre eux pour se débriefer sur ce qu'ils avaient vu, entendu, et puis la restitution à chaud des entretiens qu'ils avaient pu avoir avec les résidents justement sur leur parcours de vie et leur parcours d'entrée dans la résidence. Et est ressorti les 2 points faibles que je sentais chez moi. Et je me suis dit, est-ce qu'avec ce nouveau référentiel, eh bien, on va avoir ces points faibles, est-ce que ça va ressortir? Et effectivement, eh bien, on voit bien qu'il y a une similitude entre les référentiels d'évaluation interne qu'on utilisait avant, où ce n'étaient pas les mêmes méthodes, mais finalement, on aboutit un peu au même constat. C'était de dire que, eh bien, oui, il y avait, les résidents étaient contents de leur parcours, de leur entrée, etc., mais qu'on avait un manque de formalisme de notre projet personnalisé et que, avec cette crise sanitaire, hein, on était en septembre 2021, ils ne savaient plus trop ce que c'était le conseil de vie sociale, mes résidents. J'avais fait le choix de ne pas réunir le conseil de vie sociale, mais d'inventer des nouvelles formes d'expression et de participation. Et donc, ils avaient oublié ce mot de conseil de vie sociale. Donc ça, c'est les 2 points qui sont ressortis. Et on voit bien qu'au cours finalement de ces 4 entretiens, et ces personnes extérieures qui ne connaissaient pas notre maison, on a bien abouti à des bonnes... à des points faibles qui étaient à mettre à notre plan d'amélioration de la qualité. Alors, j'ajoute que dans mes objectifs opérationnels pour l'année 2022, je voulais travailler sur le projet personnalisé. La première chose, c'est parce que j'informatisais les services et puis que je savais que mon point faible, c'était la contractualisation du projet personnalisé. Donc, ça m'a permis d'embrayer les choses en termes de management auprès des équipes, de les rassurer, de leur montrer que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Et j'ai eu de la chance, ici en Bretagne, nous avons une structure qui s'appelle le CAPS, qui est une structure régionale d'appui à la qualité des soins et à la sécurité des patients, et qui nous accompagne et à la fois pour la formation des professionnels dans les établissements et la mise à disposition d'outils pour les entretiens résidents accompagnés traceurs ciblés et audits système. Et donc, dans mon process, on parlait tout à l'heure, Madame Gadi disait, c'est vous qui vous emparez de votre processus d'évaluation, d'auto-évaluation. Donc, moi, j'ai choisi pour la première année, en tous les cas, pour assimiler le référentiel, de travailler sur le projet personnalisé, cette thématique-là, en tout cas. Ça me semblait être le point central de l'évaluation, en tous les cas. Et donc, on a eu 2 journées de formation avec le CLAPS sur le projet personnalisé en lui-même. Et là, à la fin du mois, on aura le CLAPS qui va revenir dans notre établissement pour vraiment présenter les 3 méthodes, l'accompagné traceur, le traceur ciblé et l'audit système à l'ensemble des professionnels. Voilà, donc voilà mon témoignage. Et ce que je trouve aussi d'intéressant avec le CAPS, c'est que là, on va aller même jusqu'au bout avec le Conseil de la vie sociale. Elle va venir avec des résidents, enfin, c'est dans le secteur sanitaire, hein, des personnes qui auront été résidents traceurs, quoi, en fait. Donc, qui vont témoigner de comment ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'on leur pose comme question, en fait, pour rassurer. On va faire un conseil de vie sociale élargi pour présenter ces nouvelles méthodes d'évaluation, à la fois aux résidents, à leurs familles et puis les professionnels qui voudront être là, même les partenaires extérieurs, puisque nous, la partie soins, elle est faite par les libéraux, donc on va les inviter pour leur dire comment ces nouvelles méthodes se mettent en place. Voilà mon modeste témoignage. Peut-être aussi dire que SINAE, ce n'est pas facile, je vous le dis, mesdames.
Et donc, je trouve que c'est bien d'avoir mis sous format Excel le nouveau référentiel, ce qui permet de faire des petites auto-évaluations comme ça, un petit peu pour tester un peu le référentiel, parce que tout le monde n'a pas des logiciels qui intègrent le référentiel. Donc, il y a des référentiels sur lesquels on peut, enfin des outils sur lesquels on peut mettre le référentiel de l'HAS, mais en tous les cas, le fait de l'avoir mis sous format Excel permet de faire des galops d'essai, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, si vous m'autorisez à rebondir sur cette dernière remarque, SINAE, c'est vraiment le système d'information qu'on développe pour les évaluateurs. Après, il nous a semblé utile de mettre à disposition une version de SINAE pour les auto-évaluations sans qu'il y ait aucun caractère obligatoire d'utilisation de SINAE. C'est voilà, en fait, on vous met à disposition si ça peut être utile. Si vous n'avez pas d'autres logiciels qui sont déjà utiles, effectivement, une grille Excel peut vous paraître être plus facilement maniable. Donc, ne vous sentez pas obligé d'utiliser SINAE. C'est vraiment quelque chose qu'on met à disposition. On n'ira pas vérifier. Personne n'a accès au contenu de SINAE. Donc, on ne sait pas si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas. On n'ira pas vérifier, en tout cas, plus exactement, on n'ira pas vérifier le contenu de ce que vous y avez mis. On sait si c'est utilisé, hein, mais on n'a pas accès au contenu. Voilà, donc sentez-vous très, très libre de l'utiliser, de ne pas l'utiliser, d'utiliser un autre logiciel, d'utiliser simplement un tableur Excel. L'essentiel, ça reste de vous approprier les exigences du référentiel et du coup de vous essayer à cette auto-évaluation. Après, les modalités, elles vous appartiennent vraiment. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est dans le manuel qui va avec le référentiel, dans les fiches pratiques, vous avez indiqué que, par exemple, dans celle sur la conduite de la méthode traceur ciblé, et à chaque fois, dans chaque fiche pratique, c'est noté ainsi, il y a des grilles d'entretien avec les professionnels, des grilles d'entretien avec les résidents, enfin les personnes accompagnées. Et en fait, où j'ai pas trouvé, où j'ai pas compris, mais en tous les cas, dans SINAE, j'ai pas de grille d'entretien. En fait, c'est les critères qu'on peut extraire, quoi. Donc, ça veut dire que pour celui qui va faire le directeur qui veut faire son auto-évaluation, il n'y a pas de grille d'entretien. C'est les critères, quoi, en fait, qui ressortent. En fait, ce sont les éléments d'évaluation des critères. Oui, comme je le disais tout à l'heure, sur les fiches critères, dans l'encadré éléments d'évaluation, vous avez les éléments d'évaluation qui vont être abordés lors des entretiens, donc qui vont permettre de traduire les critères. Et ce qui concerne la consultation de documentaire et l'observation. Donc, après, la grille d'entretien, elle est à personnaliser effectivement en fonction du type de structure dans laquelle on se situe, du public avec lequel on est, et pour pouvoir coter l'élément d'évaluation qui est associé aux critères. Les éléments d'évaluation. Donc, ça veut bien dire que c'est à nous de faire un peu notre grille d'entretien, quoi. C'est ça. C'est ça, pour traduire, pour permettre d'avoir tous les éléments qui permettent de coter l'élément d'évaluation. Sur la base de la fiche critère, quoi. Voilà. D'accord. Sauf pour l'entretien, pardon, sauf pour l'entretien avec le CVS, puisque là, oui, comme on reprenait des critères associés au chapitre 1 au chapitre 3, on a précisé un certain nombre de questions pour pouvoir les adapter, puisque on n'a pas créé de nouveaux critères spécifiques aux membres du CVS. D'accord. Merci beaucoup pour votre retour tout en transparence. Alors, je pense d'ailleurs que ça a pu aider aussi un certain nombre de vos collègues, en tout cas, je l'espère. On a encore une petite quinzaine de minutes pour les questions. Donc, je reprends le fil. Et donc, c'est des questions que vous pouvez poser à la fois à Madame Grimaldi, Madame Gadi, mais aussi à Madame Le Gosselès. Alors, je laisse la parole à Monsieur Martinez et ensuite à l'ADMR.
Oui, bonjour. En fait, j'ai 3 questions en une, je suis désolé. Et, Faut faire vite donc, alors. ou alors 3 thèmes plutôt. La première concerne effectivement la sécurisation du parcours. J'ai lu il y a quelque temps, alors ça fait un peu loin maintenant, concernant le positionnement du Conseil constitutionnel par rapport au dispositif de l'évaluation. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette question? Ça, c'était un premier point. Le deuxième point, vous avez parlé sur la question des moyens en début d'intervention. Il faut simplement, enfin, pour moi, les directions ne font que répercuter les moyens existants. Donc, est-ce qu'il y aurait des moyens supplémentaires? Point d'interrogation. Que adressé à la HAS, hein, pas à nos autorités de tarification, bien évidemment. Et le troisième point concerne les problèmes RH qui deviennent pérennes et qui plombent complètement la démarche qualité. Quelle prise en compte de ces éléments-là? Point d'interrogation aussi. Voilà. C'est pas polémique du tout, c'est une réalité de terrain et vraiment, voilà, c'est suffisamment lourd à porter au quotidien. Et je souhaite, en toute simplicité, s'il y a des réponses, et s'il n'y en a pas, bah, je pourrais comprendre aussi, quoi, il n'y a pas de souci. Voilà, en vous remerciant. Merci à vous. Alors, peut-être quelques éléments. Donc, reprendre sur le sujet déjà de l'amendement qui avait été censuré au Conseil constitutionnel. Donc, ce qu'on vous a présenté comme étant l'accréditation des organismes qui seront en charge de ces évaluations, il y a un amendement qui introduisait cette question de l'accréditation et sur la base, comme vous le disiez tout à l'heure Sandra, hein, accréditation sur la base d'une norme et sur la base d'un cahier des charges élaboré par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'était ça que portait l'amendement. Le choix, on attendait, alors on nous avait promis, pour être très, très transparent, on nous avait promis la loi autonomie grand âge pour porter cette évolution législative. À un moment donné, la conclusion est tombée sur le fait qu'il n'y aurait pas de loi autonomie grand âge et donc le ministère, la Direction générale de la cohésion sociale a fait le choix de porter cette évolution législative dans le cadre du PLFSS. Le risque qu'on pressentait et qui s'est avéré réel, c'est que ce soit considéré comme n'ayant pas sa place au niveau du PLFSS et donc être qualifié comme un cavalier social. Et effectivement, il y a eu plusieurs amendements. Le Conseil constitutionnel a examiné le PLFSS et a censuré cet amendement, non pas sur le fond, mais bien sur la forme juridique, considérant que ça ne pouvait pas, ça ne devait pas, ça n'était pas une question financière et donc ça n'avait pas lieu d'être dans le PLFSS. Donc le gouvernement a cherché d'autres vecteurs législatifs pour porter cette évolution et on était en bout de mandature, il n'y a pas eu d'autres possibilités de le faire. Ils ont donc opté pour un décret, ce qui nous a permis à nous, il nous fallait une base légale ou réglementaire pour publier notre cahier des charges. Ils ont donc pris un décret, le décret du 28 avril 2022, et sur cette base-là, donc nous avons pu, nous, publier notre cahier des charges et que le COFRAC se base pour démarrer l'accréditation. Il est prévu qu'il y ait une évolution législative dans les mois à venir qui vienne consolider ce qui existe déjà. Voilà. Donc ça, c'est sur la première question. Le deuxième point sur la question des moyens alloués à la démarche qualité. Oui. Alors, nous, on ne donne pas de moyens aux établissements. Non, bien sûr, aux établissements et services. On a beaucoup plaidé auprès du ministère sur le fait que la qualité, effectivement, ça demande des moyens, que la démarche d'évaluation allait demander des moyens et que, évidemment, il serait bienvenu. En tout cas, on a fait remonter. Ce qui était porté par vos fédérations et vos associations, on l'a régulièrement fait remonter auprès du ministère en disant qu'il y a des attentes sur ces questions et de financement des démarches qualité et de financement des démarches d'évaluation. Voilà.
Visiblement, il n'y a pas eu d'option. Alors, l'amendement comportait une dimension financière dans ce sens-là. Maintenant que l'amendement a été censuré, je pense qu'il n'y aura plus d'éléments. Enfin, en tout cas, nous, on n'est pas au courant, si vous voulez, de positionnement aujourd'hui du ministère qui irait vers des financements fléchés sur les démarches qualité ou démarches d'évaluation. Peut-être que ça viendra. Nous, on n'a pas d'éléments là-dessus qui nous permettent de vous dire qu'il y a un projet sur le sujet. Et concernant votre dernière question sur, oui, on est évidemment conscient qu'il y a des problèmes RH majeurs. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. La HAS a fait quelque chose qu'elle ne fait jamais. Elle s'est positionnée. Elle a publié une lettre ouverte appelant l'ensemble du système, des pouvoirs publics, enfin en tout cas lançant une alerte sur ces questions de ressources humaines notamment, et en faisant le constat qu'à un moment donné, effectivement, les questions de qualité risquent de se trouver, de confronter à un problème de pénurie en termes de ressources humaines. Et voilà, donc ça c'est un sujet qu'on a identifié, sur lequel on a alerté, sur lequel nous n'avons pas de moyens d'action, mais sur lequel nous sommes tout à fait conscients. Et l'idée, si vous voulez, dans cette alerte, c'était aussi d'essayer de partager avec tout le monde, notamment les autorités, sur le fait que la qualité, elle se travaille. La question RH n'est pas forcément une solution pour améliorer la qualité. Hein. On sait très bien qu'à moyen égal, égaux plus exactement, il y a des structures qui ont des vraies démarches qualité, qui ont un accompagnement ou des soins vraiment de bonne qualité et d'autres non. Mais effectivement, à un moment donné, quand il n'y a vraiment plus de moyens, eh bien, c'est difficile de faire de la qualité. Ceci étant, nous, on ne l'intègre pas dans le référentiel parce que le référentiel, il évalue la structure. Et on ne va pas vous évaluer sur une dimension sur laquelle vous n'avez pas de levier d'action. C'est ce que vous me disiez. Hein. C'est déterminé par des facteurs extérieurs. Voilà, donc on en est conscient, on sensibilise les autorités à tous les niveaux, mais bon, on pourrait échanger avec elles, je pense qu'elles le sont aussi bien conscientes de ces questions de moyens, mais je ne peux malheureusement pas vous en dire beaucoup plus. Je ne sais pas, Sandra, si tu veux compléter sur un point ou un autre. Non, juste sur le dernier point, en précisant évidemment que l'évaluation, elle se déroule dans le cadre dans lequel vous évoluez. Donc, avec les professionnels qui sont présents, dans le contexte dans lequel vous évoluez. Donc, c'est aussi un moment pour faire ressortir ces éléments-là dans le cadre de l'évaluation, puisque sur les questions de gestion des ressources humaines, etc. Ça va forcément aussi ressortir du rapport, puisque l'évaluation est ancrée dans votre réalité, qui ne sera pas la même forcément en fonction des territoires et en fonction des structures. Donc, c'est bien dans le cadre des missions de la structure et de sa réalité de terrain que l'évaluation se déroule. Ok, merci. Je laisse la parole à l'ADMR. Oui. Oui, on vous entend. Ma question est donc spécifique à nos services. En fait, comment préconisez-vous d'appliquer les 3 méthodes évaluatives pour les services à domicile, sachant que, contrairement aux établissements, nous sommes physiquement à distance, parfois de centaines de kilomètres, des usagers, des professionnels, et que nous n'avons pas forcément les lieux de rencontre adaptés pour l'accomplir. Merci. Alors, dans le cadre de l'expérimentation, hein, quand on avait été dans un des services, notamment, on a pu rencontrer... Pardon. On a pu rencontrer... la structure avait organisé des rencontres avec des personnes accompagnées qui nous ont reçus à leur domicile.
Donc, on avait été accompagné par leur référent. Pour le reste, les rencontres se sont déroulées dans la salle de réunion du service dans lequel voilà, ils se réunissaient de temps en temps. Et c'est là où on a pu rencontrer des professionnels et la direction de la structure. Après, il est tout à fait possible d'envisager qu'une personne vienne au siège. Enfin, ça va dépendre de vos choix et des possibilités que vous aurez dans l'organisation des séquences proprement dites. Mais voilà, ça s'est déroulé comme ça en 2 temps avec des personnes qui nous ont accueillis chez elles et le reste qui s'est passé dans le service lui-même. Après, l'expérience montre que les gens s'expriment plus facilement quand elles sont dans leur lieu de vie que lorsqu'elles sont dans une pièce plus neutre. D'accord, merci. Oui. Juste si je peux me permettre, parce que j'avais vu une question sur la méthode accompagnée traceur, de savoir si 3 ça suffisait et combien il en fallait. Enfin, ça va évidemment dépendre. Vous avez bien compris que sur cette méthodologie-là, on est sur un enjeu de diversité. Donc, en fonction de la diversité des profils que vous accueillez, des activités que vous avez, ça va déterminer le nombre d'accompagnés traceurs à réaliser. Donc, voilà, c'est 3 minimum parce qu'il faut un minimum de diversité, mais ça peut être plus. Et puis surtout, c'est une démarche qui est qualitative et pour l'avoir vu vraiment mettre en œuvre, en fait, de repartir dans le détail de ce que les gens peuvent avoir à raconter de leur expérience d'accompagnement et en le croisant avec les professionnels, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 accompagnés traceurs. En soi, je dirais la confrontation à la réalité de l'expérience, elle est extrêmement enrichissante sur les questions qui sont posées. Et le fait que ça soit choisi par la structure n'est pas un problème, on n'est pas sur une démarche contrôle, donc on n'est pas sur une démarche où on va aller chercher les profils les plus atypiques, là où il y a eu du conflit. On est au contraire, et ça a du sens pour les professionnels, si au contraire, on prend des gens sur lesquels on n'imagine pas forcément qu'il y ait de difficultés, parce que ça n'empêchera pas de faire les constats s'il y a je dirais, si dans le fonctionnement des équipes, il y a des points qui nécessitent d'être améliorés. Si vous allez chercher sur des histoires de chasse, il y aura toujours des explications pour dire que ça n'a pas été mis en œuvre comme il fallait. Si vous prenez un profil tout à fait classique de personnes que vous accompagnez et que vous mettez en exergue des voies d'amélioration, l'ensemble des professionnels vont suivre, feront le même constat, partageront ce constat-là et pourront se mobiliser. Donc on n'est pas sur, voilà, le fait que ça soit choisi par la structure, ça a tout à fait du sens. Et encore une fois, on ne cherche pas les histoires de chasse, au contraire. Merci. Peut-être conclure par une dernière question. C'était l'application du référentiel au clic. Si vous avez quelques petits conseils à donner à ces structures et également aux structures qui seraient multisites. Voilà, pour reprendre un petit peu le fil des questions écrites. Merci, mesdames. Oui, alors, encore une fois, alors le clic, on avait un représentant dans nos groupes de travail également, qui avait fait aussi une lecture des champs d'application pour voir si ça pouvait ou pas s'appliquer dans sa structure. Et donc, bon, évidemment, le champ d'application pour les clics, ça va être social, service, personnes âgées, de mémoire. Et l'enjeu, c'est surtout de voir comment se mettent en relation les différentes personnes, comment se déploie la qualité dans ces structures comme il le faisait auparavant, puisque les clics étaient déjà soumis à l'évaluation. Donc, à voir à l'usage comment ça va fonctionner, mais en tout cas, le test qui avait été fait dans un des clics avait permis d'aborder les différents critères et de pouvoir passer en revue les critères qui correspondaient à ce champ d'application.
Après, évidemment, on sera à disposition. S'il y a à l'usage, il y a des questions plus précises, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus de précision dans la question, mais voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous et on essaiera d'y répondre. Sur le multisite, si comme je disais tout à l'heure, si on a un EHPAD qui est organisé sur 3 sites différents, l'enjeu, c'est d'avoir des représentants, des personnes accompagnées des différents sites. Après, c'est le conseil de la vie sociale, il est commun, voilà, évidemment, rencontrer le conseil de la vie sociale. Au niveau de la gouvernance, en fonction des thématiques, s'il y a des spécificités sur les sites à organiser au plus près de la réalité de l'organisation qui est retenue, si tous les éléments qui sont passés en revue dans le cadre du chapitre 3, notamment sur la gestion des risques, la politique qualité, la gestion des ressources humaines, si tout est centralisé et commun à l'ensemble des 3 sites, une rencontre est suffisante. Mais c'est vraiment ajusté au fonctionnement de la structure, à l'organisation qui est choisie et aux spécificités qui font qu'à un moment donné, il faut l'éclairage des différents représentants des différents sites s'il y avait des organisations différentes, étant entendu que ce sont les autorités qui doivent autoriser les regroupements d'évaluation. Nous, on ne peut pas le définir, nous, au niveau HAS. Ce sont les autorités qui vont autoriser à ce que un EHPAD sur 3 sites va faire 1 rapport ou 3 rapports. Bon, voilà, c'est toujours en lien avec les autorités. On pense, nous, que ça a du sens de regrouper des évaluations qui ont dans ce cas de figure-là, une action commune et en faisant ressortir les spécificités liées à chacun des sites, s'il y en a évidemment, mais ça nécessiterait pas forcément pour nous 3 évaluations différentes, 3 rapports différents, puisque si l'organisation veut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui sont centralisés, autant les faire ressortir de la même manière dans le rapport et mettre l'accent sur les spécificités. Mais voilà, ça c'est, enfin encore une fois, c'est pas nous qui autorisons ces regroupements, ce seront les autorités qui le feront. Donc il y a un enjeu aussi à ce que on regroupe un certain nombre d'évaluations si le regroupement est fait dans les faits et dans le quotidien du terrain. Ça me paraît très clair. Peut-être alors vraiment très rapide, une dernière minute pour une dernière question et je vous laisserai le mot de la fin peut-être, mesdames. Monsieur ou Madame Rousseau? Oui, votre micro est activé, mais on ne vous entend pas. Vous pouvez encore mettre votre question dans le chat si vous voulez. Je ne vois pas de questions apparaître. Eh bien, on prendra votre question par email dans ce cas. Mesdames, si vous voulez peut-être conclure. Écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que là on a publié l'ensemble de ces documents, que c'est quand même, je le rappelle, un travail qui a été vraiment co-construit avec des professionnels et des personnes accompagnées. Et on n'est pas revenu sur la méthode, on n'est pas rentré dans le détail de la méthode de travail, mais je vous disais, on a eu 150 professionnels et personnes accompagnées qui ont été mobilisés dans les groupes de travail. Vous avez peut-être participé à la consultation publique qu'on a menée au début 2021. On avait eu près de 9000 contributions, on les a tous traitées, donc ça a été vraiment un travail collaboratif avec des allers-retours avec notre propre commission, puis l'expérimentation, et vous en avez eu un éclairage par un des membres de la FNADEPA tout à l'heure. Donc voilà, alors évidemment, une fois que ça se met en place, c'est une nouveauté, il va y avoir peut-être parfois des difficultés, des questionnements, il faut que ça rentre en routine, c'est un premier exercice national. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de tout. Ce que je veux dire par là, c'est on est aussi nous-mêmes dans une démarche d'amélioration continue de nos travaux. Donc, on démarre avec ce référentiel, avec ces méthodes, avec ces évaluateurs à qui on a apporté de nouvelles exigences. On fera un bilan
à mi-parcours pour voir ce qui fonctionne moins facilement, s'il y a des choses qu'on peut réadapter, mais il faut qu'on ait déjà suffisamment de recul sur la mise en œuvre. Et puis surtout, on s'appuiera sur ces bilans-là pour penser le modèle d'après. Voilà, donc j'ai envie de dire, c'est aussi un work in progress. C'est pour 5 ans. Ça évoluera dans les années à venir et ça évoluera aussi avec vous. Et merci encore pour le témoignage, Madame Le Gosselès, qui nous avait accueillis. Merci pour l'accueil et merci à tous ceux qui nous ont accueillis et qui ont participé à ces travaux avec nous, parce que l'expérimentation nous a aussi permis d'ajuster au plus près du terrain encore le référentiel et donc c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir un certain des retours intéressants et d'avoir ces expériences qui permettent aussi de l'ancrer un peu plus sur le terrain. Donc voilà, merci encore. Il me reste à vous remercier à mon tour d'avoir joué le jeu avec nos adhérents ce matin, d'avoir essayé de présenter quelque chose qui soit clair et très pratico-pratique. On a eu l'occasion de vous le dire, mais la FNADEPA a salué les travaux de la Haute Autorité de Santé. On pense vraiment que ce référentiel est de qualité et va permettre aux établissements d'avancer de manière intéressante. Bien qu'on soit, encore une fois, ça a été dit ce matin, dans un contexte un petit peu difficile, il ne faut pas se le cacher. En tout cas, merci encore. Merci à tous ceux qui étaient présents ce matin, puisque vous étiez très nombreux. On espère que ça vous a plu. Et puis, la HAS a gentiment accepté qu'on puisse diffuser donc, ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Et donc, on le publiera dans les prochains jours. Merci beaucoup. Merci à Martine Le Gosselès également. Voilà, on essaye toujours de faire vivre le réseau à la FNADEPA, donc on espère vraiment que cette séquence de travail vous a plu. Merci encore et à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.